Bonjour mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue encore à cette édition One Startup, One Story. Dans le cadre de cette production, nous allons à la rencontre de celui-là qui, au regard de la fonction qu'il occupait en tant que haut cadre dans l'une de nos institutions ministérielles, il a accepté s'investir dans l'univers entrepreneurial. Il est aujourd'hui son propre patron, chef d'entreprise, promoteur ou alors auteur du livre de la misère à l'abondance. Lucas Kamdem, puisqu'il s'agit de lui, partage avec nous les secrets de la réussite dont il en est un exemple palpable. Regardons. Alors, je suis Lucas Kamdem, mais je préfère de loin aujourd'hui mon nom de notable Bamileke Lakourou Baham, sauf Samakou. C'est un nom acquis par moi-même, ce qu'on pourrait dire. C'est un nom mérité, je crois. Et je suis un ancien fonctionnaire, administrateur civil principal hors échelle, aujourd'hui retraité. J'ai décidé très tôt, avant 50 ans, de partir pour m'occuper moi-même de mes propres entreprises. Donc je peux plus me définir aujourd'hui comme entrepreneur. Je suis un ancien de l'université de Yaoundé, la faculté des droits et sciences économiques, où j'ai obtenu ma licence en 1985. Et après, je suis allé à l'ENAM. Donc j'ai passé 2 années à l'ENAM pour sortir administrateur civil. J'ai fait d'autres études, en particulier à Paris, où j'ai eu un 2SS en banque et finance, ou finance et banque, ça dépend, et également d'autres formations à Washington, en Chine, où j'ai eu une petite bourse d'études pour l'approfondissement de la langue et de la culture chinoise. Donc, je n'aime pas trop m'étendre sur ces sujets-là parce que j'ai eu le temps de me rendre compte que l'école, elle est importante, mais le plus important est sur le terrain. Et donc, je suis né dans une famille de commerçants, et donc très tôt, j'ai eu à lancer mes propres affaires. La toute première, j'étais encore au collège, au CES de Bafoussam, quand j'ai commencé à vendre mes œufs cuits dans les bars. Donc, j'ai commencé assez tôt dans les affaires. Mais effectivement, comme vous le dites, la vision, encore aujourd'hui d'ailleurs, pour beaucoup, c'est d'avoir un salaire par mois, d'être salarié. Et donc, j'avais décidé en classe de première que j'irais à l'ENAM et j'ai réussi à y aller. J'en suis très fier. J'ai eu une carrière, notamment au ministère des Finances. J'ai fait toute ma carrière comme fonctionnaire au ministère des Finances, où j'ai eu je dis toujours que la chance n'existe pas, mais où j'ai eu la chance d'être encadré par de très bons patrons, qui aujourd'hui, pour certains, sont décédés, mais où j'ai vraiment pu m'intéresser au domaine économique et financier dans la pratique, pas seulement dans la théorie. Et j'ai été à la cellule bancaire, ça m'a beaucoup marqué. Donc les restructurations bancaires, à l'époque, c'était vraiment notre affaire. J'étais au cabinet du ministre et c'est une phase très, très importante de ma carrière où j'ai rencontré pratiquement tous les grands hommes d'affaires du Cameroun et même au-delà. Personnellement, j'ai eu à créer ma première entreprise quand j'étais encore étudiant. À Ngoekele, j'avais ma boutique, j'appelle entreprise pour que les gens comprennent que même une petite boutique, ce qu'on appelle chez nous échoppe, les petites alimentations, ce qu'on appelle, par exemple, au Canada, le dépanneur, quelque chose comme ça, pour les étudiants. Je me rends compte que ça a été une base de formation très importante pour moi. Donc, en Ngoekele, j'avais déjà une entreprise financée à partir de ma bourse. Bon, nous, à l'époque, on avait la chance d'avoir la bourse. Et donc, j'avais pu économiser au point d'ouvrir une petite boutique qui a évolué très rapidement. Mais par la suite, à la faveur d'un décret du président de la République qui a autorisé les fonctionnaires à pouvoir être actionnaires dans les entreprises, j'ai été parmi les fondateurs, sinon le principal fondateur de MTA, Messagerie et Tourisme pour l'Afrique, en 1999. Et quand je suis parti de la fonction publique, c'était pour développer cette entreprise. Avant, je parlais d'échecs, mais maintenant, je change de langage. C'était des revers temporaires. Si je vous dis que dans le monde entier, j'ai eu à créer environ une douzaine d'entreprises et que plus de la moitié ont fait faillite, vous comprendrez que ce n'est pas un chemin facile. Et évidemment, le commun des mortels ne voit que ce qu'il peut voir.
Ils ignorent tout ce qu'il peut avoir derrière. Donc effectivement, j'ai eu énormément de difficultés, notamment en France, où successivement, j'ai créé 2 fois MTA et des 2 fois, elles ont fait faillite. Aujourd'hui, la 3e fois est bonne. Je peux dire qu'elle est bonne. Donc, jusque MTA est l'une des rares entreprises africaines sur la plateforme de Roissy. Donc, je peux dire que les échecs, c'est les meilleures leçons. On ne peut pas réussir sans échouer. Ce n'est pas possible. Ceux qui pensent qu'on peut réussir sans échouer, ben, c'est qu'ils n'ont rien compris de l'entrepreneuriat. Ce sont ces échecs-là qui permettent, justement, quand on se relève, d'être encore plus solide. Et il vaut mieux parfois échouer parce qu'il y a des réussites qui peuvent vous créer énormément de problèmes. Donc je le dis tout simplement parce que je prends le cas de MTA Côte d'Ivoire. C'est une entreprise qui est née et qui est allée à une vitesse absolument incroyable. Mais la guerre est arrivée et a mis tout en l'air, plus certaines personnes qui s'en occupaient et qui n'ont pas été à la hauteur. Mais je me suis aperçu après que j'avais mal engagé l'affaire. Okay? Donc les fondations sont très, très, très importantes dans une entreprise. Dans mon prochain livre, qui sortira certainement avant la fin de cette année, je parle beaucoup des fondations qui doivent être profondes et solides. Quand vous voyez un immeuble de 20, 30 étages, même 10 étages, même seulement 2, 3 étages, vous ne savez pas que la vraie maison, si on peut dire ça ainsi, c'est dans le sol, c'est dans, pour ne pas dire le sous-sol, c'est enterré. Donc, le problème, c'est que beaucoup de jeunes s'engagent justement dans l'entrepreneuriat et échouent parce qu'ils ont construit sans fondation. On aura, j'espère, beaucoup de temps plus tard de revenir sur ces fondamentaux-là. Mais quand on construit une entreprise sans savoir qu'il y a des valeurs, des principes, des lois naturelles qu'il faut respecter, eh bien, on est parti pour échouer. La stratégie pour rester debout porte d'abord sur les hommes, le choix des hommes. Il faut, si on veut avoir une quelconque réussite, il faut partir du choix des hommes. Constituer ce que j'appelle aujourd'hui une alliance mastermind. Il y en a qui ont traduit en français par groupe d'esprit maître ou je ne sais pas quoi, mais c'est compliqué, ou groupe égrégore, il y a plein de mots qu'on utilise. Mais le plus important, c'est que même si vous êtes 2, il faut une grande harmonie entre vous, il faut une grande entente, il faut savoir que quand 2, 3, 4, 5, 10 cerveaux, 20 cerveaux sont mis ensemble, ils sont toujours beaucoup plus puissants. Ils constituent comme un seul cerveau, beaucoup plus puissant que la somme des différents cerveaux. Et donc, ma stratégie personnelle a été basée sur le choix des hommes et évidemment leur accompagnement. Parce que j'ai été très incompris pendant plusieurs années. J'oubliais que les uns et les autres n'avaient pas forcément fait le même cheminement que moi. Et par conséquent, je croyais que certaines choses étaient comme acquises. Or, il fallait passer par une phase de formation et d'accompagnement de ces jeunes, parce que la plupart, la moyenne d'âge, par exemple, à MTA aujourd'hui, je ne pense pas que ça dépasse 35 ans. Donc, c'est essentiellement des jeunes qui ont de la volonté, qui ont de l'enthousiasme, mais il faut y ajouter une certaine formation qui leur manque pour qu'ils comprennent que, justement, il n'y a pas d'autre stratégie que, comme ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, des bonnes fondations. L'honnêteté, l'intégrité, le courage, la volonté. Il y a plein de choses qui entrent globalement dans une stratégie forte qui est liée justement à ce que j'ai appelé l'alliance mastermind ou le mastermind group, qui constitue une équipe forte. J'aime beaucoup le football. Je sais que beaucoup de Camerounais et beaucoup d'Africains également aiment le football. Mais quand vous avez une équipe de football, en réalité, personne ne peut jouer seul. Une personne seule ne peut pas jouer contre une autre équipe de 11. Je crois d'ailleurs que dès qu'on est à moins de 8, on arrête le match, parce qu'on sait que ce n'est plus un. Donc, il faut, pour qu'une équipe soit forte, il y a une certaine complémentarité, il y a une certaine harmonie, il y a, je dirais même des astuces, des tactiques qu'on apprend qu'il faut utiliser. Dans l'entreprise, c'est exactement pareil. Si la meilleure stratégie, c'est de voir loin, très haut, et viser le long terme, mais avoir un plan, justement, bien ficelé pour pouvoir réussir ce qu'on veut réussir. Comment j'ai fait pour devenir coach?
accompagnateur des jeunes qui veulent se lancer dans les entreprises. C'est une longue histoire parce que quand je suis parti de la fonction publique, donc il y a déjà plus de 10 ans, la première chose c'était de chercher à me perfectionner dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et j'ai suivi un certain nombre de formations avec des coachs, surtout américains, qui m'ont fait voir un autre monde que j'ignorais totalement. Mais c'est surtout à partir de 2013 que j'ai eu un coach qui n'avait jamais été à l'école, qui n'avait pas mis pied à l'école, un papa de l'Ouest Cameroun, qui était parmi les plus riches de l'Ouest, et qui, de fil à aiguille, m'a pris un peu comme son élève et m'a montré comment on pouvait initier, enfin j'ai perçu comment on pouvait initier des jeunes à partir de la culture africaine à devenir de vrais entrepreneurs, de grands entrepreneurs. Depuis 2013, il est décédé à l'âge de 82 ans en 2015. J'étais absent en octobre 2015, j'étais en Chine pour accompagner des jeunes. Et j'ai appris sa mort, c'est l'un des moments les plus douloureux de ma vie, parce que j'avais encore tellement de questions à lui poser. Et justement, je me suis juré, grâce à lui, d'accompagner aussi d'autres jeunes sur le chemin de l'entrepreneuriat. Voilà la vraie naissance de cette affaire. Et en 2016, Future Africa Coaching Programme est né, avec la première session en septembre 2016 à Paris. Et depuis lors, c'est une vingtaine de séminaires organisés, et l'accompagnement de beaucoup de jeunes, autant que je peux, avec une équipe où il y a une grande harmonie, certains qui ont suivi la formation, qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui continuent, qui ont accepté d'apporter eux aussi leur expérience aux jeunes. Alors, le problème, c'est quoi? C'est simplement que j'ai perçu très tôt, donc pendant que j'étais au ministère des Finances, les Papa Kaji, les Fosso, les Soeng, les Phoning, je ne peux pas dire que c'était mes amis, mais compte tenu du travail qu'on faisait par rapport à l'économie camerounaise, j'étais obligé d'être de temps en temps avec eux. Et j'ai découvert jusqu'à quel degré ces papas et ces mamans étaient d'une intelligence incroyable. Je raconte toujours le cas de Père Kaji, aujourd'hui je peux en parler un peu plus librement, mais qui m'a donné des cours de finance d'entreprise alors que je croyais avoir atteint le plus haut niveau dans le domaine. Et très très sincèrement, je dis, ça m'a permis de dire, si moi je peux, ne fût-ce qu'en prenant ces exemples-là, expliquer aux jeunes comment eux, ils ont fait, ces papas qui n'ont parfois jamais été à l'école, ou si peu, comment ils ont fait, comment ils ont progressé pour arriver là où ils sont arrivés, pour être des sommités, pas seulement au Cameroun. Les gens pensent que beaucoup, ça se limite au Cameroun, mais il y en a qui étaient plus connus hors du Cameroun, j'allais presque dire qu'au Cameroun. Donc, du coup, je me dis, les Africains peuvent prendre ce chemin-là. C'est de là qu'est partie cette passion pour le coaching. Alors, en tant que coach, je suis un accompagnateur. Je dirais formateur-accompagnateur. Parce que ce que les uns et les autres apprennent à l'école, ça ne fait pas 1% de ce qu'il faudrait savoir si on veut devenir entrepreneur. Je ne dis pas 1%. Alors, du coup, il faut toucher un peu à plein de sujets, plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école telle que nous la connaissons. Beaucoup de gens sont ignorants de cette réalité. Donc mon rôle, c'est d'abord, évidemment, dire je suis passé par là où vous êtes, où je partage mon expérience. Aujourd'hui, plus de 60 ans, près de 40 ans dans l'entrepreneuriat, si j'oublie les premiers pas quand j'étais élève, je dis j'ai une certaine expérience. J'ai eu la possibilité de côtoyer de grands entrepreneurs, aussi bien en Afrique que ailleurs dans le monde. J'ai dit dans presque tous les continents. Il me reste un seul, où je n'ai pas passé au moins un mois. Donc, j'ai vu, j'ai écouté, j'ai lu, j'ai appris un certain nombre de choses que j'essaie de transmettre aux jeunes. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a la phase, comme je dis toujours, du déconditionnement. Nous avons tous, plus ou moins, été conditionnés d'une façon ou d'une autre. Et en général, surtout en Afrique, malheureusement,
pour éviter de s'intéresser à tout ce qui concerne l'argent. On a toujours peur de l'argent. On nous a brandi l'enfer et d'autres choses pour dire si tu es riche, tu risques d'aller en enfer. Ou bien si tu es riche, ça veut dire que tu es sorcier. Du coup, sans qu'on s'en rende compte, il y a une phase où les jeunes doivent nettoyer d'abord leur cerveau, enlever tous les poisons qui sont dans leur cerveau et qui font en sorte que malgré toute la volonté, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, il se leur sera difficile si on ne les aide pas à passer par cette initiation-là. J'utilise le mot initiation parce que je suis convaincu d'ailleurs que c'est ça que nos ancêtres utilisaient pour arriver à transformer l'homme, pour arriver à mettre l'homme sur le chemin de la liberté et du succès. Les Africains sont, contrairement à ce qu'on pense, la force, on est venu par la force les prendre dans l'esclavage et la colonisation, mais c'est d'abord des hommes libres qui aiment la liberté, qui sont des amoureux de la liberté. Et donc j'essaye d'inculquer ces choses-là aux jeunes parce qu'on leur a enlevé. Ils n'ont pas l'estime de soi, ils n'ont pas confiance en soi, il y a plein d'éléments qu'il faut d'abord remettre. Donc mon rôle, c'est d'abord ça, de les mettre sur le bon chemin. Invité comme ça par hasard en Chine, aux Émirats Arabes Unis, en Amérique du Nord, en Europe, je l'ai d'abord fait de manière relativement informelle. Et à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis aperçu qu'on pouvait formaliser et créer une réelle société. Donc, en 2016, avec un associé, nous avons créé Future Africa Coaching Company, qui est donc la société qui porte non seulement le programme de formation, mais également une maison d'édition. Ce qui permet justement que nous puissions contrôler ce que nous produisons, que nous puissions éviter qu'on les censure et autres par rapport à ce que nous pouvons dire aux jeunes. Donc c'est depuis cette période-là que je me suis engagé, mais très formellement, c'est à partir de 2016. Et depuis 2016, je peux dire que c'est ma principale activité. Je suis certes président du groupe MTA, mais franchement, je n'ai pas de bureau à MTA, par exemple, depuis longtemps. Les locaux dans lesquels nous sommes, c'est pour la formation. Vous avez peut-être vu des tables, bancs et des chaises. Alors, on organise souvent des séminaires dans cette même salle. Il y en aura du 14 au 16 août 2020. La seule pour cette année 2020 au Cameroun. Mais c'est vraiment mon activité principale, c'est cet accompagnement, cette formation et cet accompagnement des jeunes. Ce que je préfère dans mon métier de coaching, c'est de voir des jeunes réussir. C'est de voir des jeunes, même s'ils n'ont encore rien fait, mais qui me démontrent qu'ils ont compris le message. Le message, c'est que aucun pays au monde ne peut se développer sans des hommes, j'allais dire développer. Aucun pays ne peut devenir riche sans avoir des hommes riches. Quand je dis riche, ce n'est pas seulement une affaire d'argent ou de matériel. Ce que j'aime vraiment quand je forme ces jeunes, c'est quand ils ont compris qu'il y a au moins 4 formes d'intelligence. Et que ce qu'ils ont fait à l'école, c'est ce qu'on appelle l'intelligence mentale. On dit qu'ils ont un bon QI. Donc, et là, ils pensent qu'ils peuvent réussir. C'est faux. On ne peut pas réussir juste parce qu'on a un bon QI. Quand ils comprennent qu'au-delà du QI, bon, l'intelligence physique, nous sommes tous relativement bien constitués. Donc là, en général, il n'y a pas beaucoup de problèmes, sauf ceux qui mangent n'importe comment, boivent n'importe comment et ne s'occupent pas de leur santé. Mais il y a 2 autres intelligences que les gens ignorent, que les jeunes ignorent. Et je suis content, je suis vraiment content quand ils comprennent qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et sociale. L'intelligence émotionnelle, quel est leur rapport avec les autres? Quel est leur rapport avec le monde? Comment est-ce qu'eux-mêmes, ils se voient? Qu'est-ce qu'ils savent de la notion de conscience, etc. Donc, on ne pourrait pas entrer dans les détails, mais il y a au-delà une intelligence encore plus forte, l'intelligence spirituelle, qui n'a rien à voir avec les religions en tant que telles. Il y a de la spiritualité dans les religions, mais en Afrique, la spiritualité, justement, c'est basé sur les principes, sur les lois naturelles. Ce qui peut paraître choquant, c'est de voir des gens qui peuvent s'estimer coach alors qu'eux-mêmes, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien produit, ils n'ont pratiquement rien appris,
Mais ils pensent qu'il suffit de se dire coach et puis on a des gens qui viennent nous donner l'argent et tout. Non, non. Il n'y a rien encore en Afrique. Si vous allez aux États-Unis, pour prendre le cas le plus connu, ou en Chine aujourd'hui, mais aucun entrepreneur, ou presque, ne peut s'engager sans avoir fait un minimum de formation. J'en ai fait en France, des formations pour la création de MTA. On m'a dit, monsieur, venez d'abord, on va voir si vous connaissez même ce que c'est que l'entreprise. Donc, dans certains pays, quand vous vous présentez pour dire que je vais créer mon entreprise, on essaie de voir qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous avez déjà appris, qu'est-ce que vous connaissez de l'entrepreneuriat pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, du coup, je dis et je répète qu'au Cameroun, peut-être un jour, je ne sais pas si je serai de cela, il faudrait créer une école de formation des coachs. Même ceux qui ont déjà fait fait leur preuve, comme on dit, qui ont été des entrepreneurs, peut-être qu'il faudra une école pour essayer. Moi, j'ai fait ces formations-là. Ça coûte cher, c'est vrai, quand on s'adresse aux gens de l'extérieur. Mais en Afrique, au Cameroun, par exemple, on pourrait créer une école de formation de ceux qui sont intéressés par ce métier-là. Mais on ne peut pas être un vrai coach. C'est difficile. Il y a quelques rares dans le football qui sont de grands coachs qui n'ont jamais joué au football. Mais les meilleurs coachs sont parfois ceux qui ont eux-mêmes joué au football, qui savent ce que ça fait quand on encaisse un but, etc. Donc, quand on n'a pas échoué, et on ne peut pas être entrepreneur sans avoir échoué, c'est très difficile aux autres de montrer aux autres comment cette histoire d'entrepreneuriat, c'est comme un marathon dans la jungle. C'est ce que je dis aux jeunes. L'entrepreneuriat, c'est comme un marathon dans la jungle. Donc, il faut impérativement être préparé, physiquement, moralement, mentalement, spirituellement, etc. Il faut se préparer pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Autrement, ce n'est pas possible. En Afrique, je connais quelques-uns. Peut-être encore plus en Afrique francophone, c'est vraiment les balbutiements. Un peu en Afrique de l'Ouest, il y a quelques-uns. Au Cameroun, je connais 2 ou 3 noms que je peux considérer comme étant de vrais coachs. Mais au-delà, il n'y a presque rien. L'accompagnement, comme je l'ai dit, ça passe l'accompagnement d'abord par un minimum de formation. Il y en a qui se débrouillent dans les livres. OK, comme le mien, comme de la misère à l'abondance. On y trouve l'essentiel parfois de ce que j'indique aux jeunes. Mais c'est très insuffisant. Donc, l'accompagnement réel, c'est la possibilité que face à face, que je puisse te demander quels sont tes problèmes. Comme on dit chez moi, je regarde le petit de ton œil. Je ne sais pas comment traduire, c'est peut-être la pupille. Donc on dit chez moi, je regarde le petit de son œil pour savoir s'il est engagé ou s'il n'est pas engagé. Parce qu'on ne peut pas, j'ai suivi des formations en ligne, mais il faut avoir parcouru du chemin pour pouvoir véritablement comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le langage, la communication non verbale. Okay? Donc, quand on est face à face, c'est beaucoup plus facile. Donc, le meilleur accompagnement, c'est quand, au moins, on peut partir d'un séminaire de 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, où on est face à face, où on essaye de faire passer un message, de faire passer une certaine énergie. C'est comme ça que ça s'appelle. Même les paroles, c'est de l'énergie, pip. Et à partir de là, on peut détecter quelques-uns qu'on pourrait suivre de près. Alors, parcours atypique, c'est sûr, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ma plus grande réussite, je ne sais pas comment pointer le doigt sur ma plus grande réussite, mais je peux plutôt citer quelques réussites qui ont peut-être été à l'origine de certains échecs. J'ai eu mon BEPC en classe de 4e, au milieu des années 70. Et quand je circulais à Bafoussam, on disait, voilà l'enfant qui a eu son BEPC en 4e. Alors c'était un événement parce que c'était pas très courant, mais ça a été, j'allais dire, la cause de certaines difficultés que j'ai eues par la suite dans mon parcours. Alors pour aller vite, quand vous avez dit atypique, j'ai pensé justement à mon parcours scolaire. Si vous savez que j'ai fait une seconde C, une première D et une terminale A, vous comprendrez que... non, mais c'est simple. Quand on dit parcours atypique, c'est qu'en fait, il faut savoir
vers où on va. Et en première D, moi qui, en faisant la seconde C, bien qu'orienté en seconde A, je savais que je devais devenir ingénieur de pont et chaussée. Bah, en première D, c'était fini l'histoire de pont et chaussée. Donc en terminale A, en première, j'ai décidé que je ferais une terminale A parce que je voulais être administrateur civil. Le conseiller d'orientation qui était venu dans notre école, dans notre collège, pour voir ce que les uns et les autres voulaient faire, a dit ceux qui veulent en savoir plus viennent au Centre national de l'éducation. J'y suis allé et pendant pratiquement 3 jours, j'ai fait des tests. J'ai lu, il m'a donné le gros livre de l'orientation scolaire et universitaire au Cameroun, et je me suis rendu compte que mon parcours pourrait être via l'École nationale d'administration du Cameroun. Donc, mon objectif premier, c'était justement d'entrer dans cette école. Donc, l'une de mes plus grandes réussites, c'est d'avoir justement eu ce concours la première fois et parmi les premiers. Ma plus grande réussite aujourd'hui, c'est de maintenir MTA debout. Ce que je peux brandir comme un trophée. Après 21 ans, l'entreprise est toujours debout. C'est la plus grande j'allais dire des 7 entreprises du groupe MTA. C'est la plus grande, c'est MTA, Transport Express et Logistique. Et ma grande fierté, c'est de voir que de jour en jour, on progresse. Pour moi, c'est l'une de mes plus grandes réussites. Sans parler de mes enfants, bien sûr. Ça, c'est une autre affaire. En tant que chef de famille, évidemment que je suis très fier de voir mes enfants, pour la plupart, suivre un peu mes pas. Donc, mes perspectives en tant que coach, le FACOP, Future Africa Coaching Programme, a un certain nombre de points sur lesquels on veut travailler avec les jeunes. Un certain nombre de projets sur lesquels on veut travailler. Le premier projet, c'est la digitalisation. Les gens ne réalisent pas jusqu'à quel degré la numérisation, la digitalisation est importante aujourd'hui. Or, comme je le dis dans un prochain livre, un enfant peut être dans sa petite maison en briques cuites à Baham ou à Koza ou à Bogo ou ailleurs, ou dans le sud, à Ambam, peut être et travailler comme celui qui est dans une tour à New York. Les gens ne réalisent pas ce que c'est. Donc, c'est l'un des plus grands projets envisagés au niveau du FACOP. Faire en sorte que les jeunes réalisent l'importance de la digitalisation. L'immobilier est un autre secteur vers lequel je voudrais drainer un certain nombre de jeunes. Et évidemment, comme je le dis, rien n'est à négliger. C'est ce que je dis aux jeunes. Il suffit de commencer petit, mais en voyant grand, et on arrivera à se rendre compte qu'on peut transformer l'Afrique. Alors, quand vous posez la question, quels sont mes projets, je rigole parce que j'ai fait un rêve cette nuit. Et si je suis dans cette tenue, c'est parce que dans le rêve, j'avais cette tenue. Il manque l'écharpe en tissu traditionnel bamileke. Mais là, on en parlera dans une autre vidéo. Mais ce rêve, je peux déjà quand même le dire, je voyais l'Afrique totalement transformée, totalement métamorphosée, totalement. Le premier conseil, c'est d'abord de s'y intéresser, d'avoir un désir ardent de réussir dans la vie. Tout le monde ne sera pas entrepreneur, c'est ce que tout le monde me chante. Mais tout le monde peut être entrepreneur. Moi, je suis né et j'ai grandi dans une petite ville, Bangouville à l'époque. Je suis né à Baham, mais bon, très rapidement, ma famille s'est installée à Bangouville. Mais à l'époque, tout le monde était entrepreneur. Le charpentier, le menuisier, le forgeron, celui qui avait sa plantation. Qui travaille? À la rigueur, il y avait des jours où on pouvait inviter des gens pour venir travailler dans sa plantation. Mais il y avait très peu de salariés ou presque pas de salariés. Si vous regardez dans l'histoire du monde, mais ça ne date pas de très longtemps, cette histoire de salariés. Aujourd'hui, ça s'impose. Mais j'ai presque envie de dire, mais les gens ne savent pas que c'est une forme d'esclavage. 99% des salariés sont des esclaves modernes. Surtout nos frères et sœurs qui parfois sont à l'extérieur, à la diaspora. Il y en a qui ne peuvent même plus rentrer en Afrique.
parce qu'ils n'auront même pas de quoi payer un billet d'avion. Ce n'est pas une provocation, mais parce que je sais, j'y étais, j'ai vécu de ce côté-là. Mais je sais que, globalement, aujourd'hui, être salarié, je suis désolé pour même mes propres employés, s'ils ne visent pas haut, parce qu'on peut être salarié, passer toute sa vie comme salarié, mais avec une autre vision, considérer l'entreprise comme la sienne, travailler comme si l'entreprise était la sienne, c'est complètement différent. Mais quand on travaille comme simple salarié, en comptant uniquement sur ce qu'on verra sur son bulletin de salaire à la fin du mois, on n'est plus qu'un esclave. OK? Or, il est possible, et c'est ce que j'essaie de petit à petit de faire au niveau de MTA, ma société, c'est de faire en sorte que les jeunes comprennent qu'ils peuvent gagner encore plus d'argent, y compris à MTA. Non pas en volant, c'est le sport favori des Camerounais. Quand vous mettez un jeune à un poste, il réfléchit plus comment il peut faire pour voler que comment il peut faire pour améliorer ses performances. Donc ce que je peux dire aux jeunes, c'est de se former. C'est de s'initier, c'est de s'intéresser au domaine de l'entrepreneuriat. Et ils ne regretteront pas. En tout cas, moi, je ne regrette pas du tout, ni d'avoir été fonctionnaire, ni d'être aujourd'hui entrepreneur, ni encore moins d'être coach accompagnateur des jeunes. Donc, chacun peut trouver son chemin, mais il faut avoir au moins un but pour savoir. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. Allez, 30 minutes de partage. Mesdames, Messieurs, espérons qu'édifié vous avez été. Luka Kabdem, puisqu'il s'agit de lui, coach, chef d'entreprise, auteur du livre de la misère à l'abondance, nous retenons simplement que le coefficient intellectuel ne participe pas 100% au développement de nos capacités. Restez des nôtres sur MBS TV Cameroun sur YouTube, MBS TV Facebook. N'hésitez pas de laisser des commentaires, liker, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt dans le cadre d'une nouvelle production. Bonjour.